avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de nouveaux modèles de développement, de la situation économique et politique aussi que nous vivons actuellement, je voulais vous poser une question toute simple. Vous vous êtes fait relativement assez discret dernièrement dans les médias et je voulais savoir pourquoi, tout simplement. Alors, je pense que le début de ce retrait médiatique a été coïncidé avec ma nomination dans la commission spéciale. Il y avait, à mon avis, une nécessité d'observer une certaine réserve pendant l'année tout entière qu'ont duré les travaux de la commission. Et ensuite, une fois que le rapport a été publié, il y avait une position qui était assez délicate parce que le rapport, certes, avait son importance, mais il ne faut pas oublier que la commission avait un caractère, le rapport a un caractère consultatif. Et le gouvernement avait une injonction de tenir compte des orientations du nouveau modèle de développement, mais en ultime recours, c'est lui qui est issu des urnes et c'est en vertu de cette souveraineté, de ce mandat populaire qu'il doit fixer ses objectifs. Ces objectifs qui sont censés avoir été aussi présentés dans le cadre de sa campagne électorale. Et donc, je pense qu'il aurait été assez malvenu de la part des membres de la commission d'intervenir et de se poser en critique ou en juge ou en donneur de leçons par rapport à la politique gouvernementale. Ça, c'est une chose. Et je crois que c'était aussi un aspect de ce qui a valu une certaine réserve. La deuxième chose, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. Les espaces du débat libre se sont rétrécis au Maroc. Aujourd'hui, quand on prend une position, et surtout quand c'est une position un peu franche, parfois brutale, on s'expose à des réactions parfois extrêmement violentes dont on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Et bon, il est certain que quand on représente un groupe qui emploie des milliers et des milliers de familles, qui a des intérêts et tout ça, on finit par opter pour une certaine prudence et effectuer un certain retrait. Je le regrette parce que il n'est peut-être pas nécessaire d'intervenir à tout bout de champ dans le débat, mais parfois l'intervention de certaines personnes peut être utile. Je pense que notre pays a perdu par l'appauvrissement du débat public. Je le constate, mais c'est quelque chose contre laquelle je ne peux rien faire. Nous essayons d'inverser la tendance à travers cette émission. Oui. Alors, 5 ans justement après la présentation officielle de ce rapport, 5 ans c'est un temps raisonnable pour faire une sorte de bilan d'étape de ce qui a été fait, bien ou mal, ce qui n'a pas été fait. Et l'un des objectifs principaux du travail de la commission, à travers les nombreuses consultations, c'était, vous me corrigez si c'est pas le cas, d'initier une certaine confiance avec les citoyens et de rétablir aussi et surtout la confiance qui peut-être parfois a été perdue. 5 ans après, est-ce que vous pensez que cet objectif a été atteint ou en passe d'être atteint? C'est vraiment, moi je pense que vous abordez là l'un des points les plus cruciaux de l'ensemble de ce débat. Au moment où la commission a été mise en place, le Maroc sortait déjà du hirak et du boycott. Et il y avait déjà une prise de conscience de la part de tous les décideurs qu'il y avait une crise de confiance très aiguë. Et il est sûr que les travaux de la commission avaient cette obligation de restauration de la confiance comme fil rouge dans l'intégralité de sa réflexion. Parce que le Maroc est un pays qui a fait le choix d'une économie libérale, donc le choix d'une économie qui est censée être tirée par l'initiative privée et par l'initiative citoyenne, parce que tout n'est pas qu'économie. Les initiatives peuvent être d'ordre associatif, peut-être d'ordre politique, mais elles sont aussi d'ordre économique. Et toute initiative, notamment quand elle est d'investissement, suppose prise de risque de la part de l'investisseur, et cette prise de risque ne se fait que
si la confiance est extrêmement forte. Confiance dans l'environnement des affaires, confiance dans l'environnement judiciaire, confiance dans la transparence des règles du jeu, dans la lisibilité des règles du jeu, confiance dans beaucoup de choses. Cette question a été abordée, si vous voulez dire, ou en tout cas, elle a traversé la totalité des recommandations du rapport. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette crise de confiance, à mon avis, s'est aggravée. Elle ne s'est pas résorbée, elle s'est aggravée. Il y a des concepts, des notions, des mots qui n'existaient pas dans le langage ou le vocabulaire quotidien des citoyens et qui aujourd'hui sont devenus monnaie courante. Par exemple, la question du conflit d'intérêts. La question du conflit d'intérêts est aujourd'hui sur la bouche de tous les citoyens. Avant, le concept de conflit d'intérêts existait dans les rapports d'un certain nombre d'institutions, les rapports de Transparency Maroc, les discours ou les écrits d'intellectuels ou de penseurs, mais ne faisaient certainement pas partie. Mais d'aucuns vous diront que les conflits d'intérêts ont toujours existé. Oui. La notion et même la pratique du conflit d'intérêts. Indéniablement, le conflit d'intérêts a toujours existé. Il n'a pas toujours existé qu'au Maroc. La preuve, on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où le conflit d'intérêts est en train d'arriver à une situation paroxystique. Mais au Maroc, et pour revenir à notre pays, il est certain que la séquence qui est en train de se fermer aujourd'hui, parce que c'est la fin d'une législature et la fin d'une expérience gouvernementale, cette séquence a été caractérisée par une exacerbation du débat, des scandales, des discussions sur la notion de conflit d'intérêts. Et à partir du moment où nous sommes dans une telle situation, le moins qu'on puisse dire, c'est que la confiance, non seulement ne s'est pas améliorée, mais à mon avis, elle s'est beaucoup perdue. Et elle est aujourd'hui à une situation dont je trouve que je qualifierais d'assez critique. Le degré de perte de confiance est, à mon avis, dans un degré que je qualifierais d'assez critique. Aziz ? Moi, je pense, Karim Tezi, que c'est la philosophie du nouveau modèle de développement, d'un modèle de développement qui a été donc demandé par le chef de l'État, par Sa Majesté en 2018, je pense dès 2018, même avant que personne n'a. Il y avait cette philosophie, cette pensée, ce besoin de modèle de développement. Alors, il y a la commission à laquelle vous apparteniez, donc qui sort un rapport de 173 pour être précis, qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment doit aller le pays dans les 15 à 20 prochaines années. Et puis il y a eu le gouvernement, les élections, et puis le gouvernement, et maintenant que nous sommes au terme du gouvernement, c'est un anti-modèle de développement, si vous voulez, dans le sens de voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? On peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a posé un tas de règlements, il a posé un tas de lois, il a posé un tas de choses, mais à côté, certaines pratiques, la moralisation de la vie publique, l'éthique, vous parlez du conflit d'intérêts, l'enrichissement illicite, le népotisme, etc., etc. Tout ça a marqué ce gouvernement. Donc il y a eu deux partie dans ce gouvernement, la partie morale, si vous voulez, et puis la partie technique, la partie réglementaire, où ils ont fait le travail. Donc finalement, cette question de modèle de développement aura duré quelque chose comme 6-7 ans. D'abord, élaborer ce modèle de développement, vous y avez contribué. Deuxièmement, poser le cadre réglementaire de ce modèle de développement, et c'est peut-être après ces élections qu'il y aura une mise en pratique de ce modèle de développement. Alors vous avez parlé d'une chose très importante qui est la confiance. J'ai pas de question, rassure-toi. C'est la confiance. Et la confiance. Je suis habitué, j'attends pas forcément une question. Eh ben voilà, je vais démentir, je vais poser la question. Est-ce que vous pensez pas que pour revenir à la confiance, une fois qu'on a posé cette idée de 7 ans, que la confiance va être rétablie avec cette relève de génération, cette arrivée des jeunes qui ont montré leur mauvaise humeur, qui ont montré leurs demandes, qui ont montré leurs ambitions et qui ont surtout montré quelque chose qui n'apparaît pas encore beaucoup, qui est celle, nous sommes formés, nous sommes cadres. Est-ce qu'on ne pensait pas que la confiance viendra avec cette génération? Alors, d'abord, pour revenir d'abord sur l'introduction que vous avez faite et pour rejoindre votre question qui est en fait celle de la confiance et du rôle que les nouvelles générations vont jouer, il faut quand même rappeler que le rapport sur le nouveau modèle de développement n'a pas dit explicitement et d'une façon directive ou quoi que ce soit, voilà ce qu'il faut faire, pas du tout. La partie la plus importante du rapport, elle est d'abord le diagnostic qui a été établi. Et ce qui est important, c'est que ce diagnostic n'est pas un diagnostic qui est sorti de la tête des membres de la commission. Ce diagnostic a été fait
après avoir écouté à peu près une dizaine de milliers de personnes à travers le Maroc, à travers toutes les régions du Maroc, et après avoir écouté une dizaine de milliers de personnes parmi les citoyens, les étudiants, les institutions, les partis politiques, la grande administration, les décideurs et tout ça. Et donc ce diagnostic n'est pas celui... La commission en a fait une synthèse, mais il n'est pas le sien, il est celui des Marocains. C'est ce diagnostic, en fait, c'est les mots qui ont été révélés par ce diagnostic, ceux dont vous avez parlé, mais il n'y a pas que ça. C'est ce diagnostic qui a ensuite été réitéré dans les manifestations, par exemple, de la Gen Z. Quand on reprend ce qui a été dit, par exemple, par la Gen Z, il y a le besoin de services publics d'une meilleure qualité. Il faut rappeler que Gen Z est sorti dans la rue parce que 8 mamans sont mortes dans une période de temps extrêmement courte dans un hôpital à Agadir. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. En fait, la question, elle est celle de la qualité du service public dans cette question. Or, c'est exactement ce qui a été remonté aux membres de la commission dans leur rencontre avec les décideurs et surtout avec les... L'autre chose, c'est le besoin d'intégrité. Les jeunes ont exprimé leur rejet de tout ce que vous avez énuméré, le conflit d'intérêts, la corruption et tout ça, mais surtout ce qu'ils ont exprimé, c'est un très très grand besoin d'intégrité. Soit dit en passant, et si on commence à lire un peu en creux ce qui a été dit, parce que les mêmes demandes ont été exprimées, par exemple, en ce qui concerne l'éducation, ce qu'on lit en creux, c'est que la tendance que nous avons observée ces dernières années, qui est celle d'une émergence très très forte d'un secteur privé, d'abord dans l'éducation et maintenant dans la santé, n'est pas considéré comme une solution par la plupart des Marocains. Les Marocains ont montré qu'ils sont extrêmement attachés à un service public d'éducation et de santé de grande qualité. Et je pense que c'est une chose qui est très très importante. Il ne faut pas que l'idéologie ambiante qui a été celle de l'ultralibéralisme et qui est aujourd'hui battue en brèche partout dans le monde finisse par en douce imposer son modèle du tout privé aux Marocains qui n'en veulent pas. Les Marocains veulent un secteur public fort et de grande qualité. Ça n'est pas impossible. Il y a eu au Maroc, jusque dans les années 70, un secteur public de l'éducation qui était dans sa qualité supérieure au secteur privé et même à la mission d'éducation française. Nous l'avons fait, nous pouvons le refaire. Alors c'est sûr que ça demande des réformes extrêmement complexes, difficiles, plus politiques d'ailleurs que techniques. Et je me permets de penser, beaucoup d'autres partagent mon avis, qu'il y a eu un début de volonté de mener cette réforme extrêmement difficile, épineuse, explosive, quand on se souvient des grèves qu'il y avait dans la rue, et que le fait que le ministre en charge de cette réforme périlleuse, qui se trouvait être aussi le président de la commission, ait finalement été déchargé de cette responsabilité, et remplacé par un ministre qui fait ce qu'il peut. Je n'ai absolument aucun doute que le ministre actuel est de bonne foi et de bonne volonté et qu'il fait ce qu'il peut, mais qu'il ne dispose pas, je pense, de l'expérience politique nécessaire pour à la fois discuter avec l'ensemble des membres du gouvernement, parce que réformer demande beaucoup d'argent, suppose des risques politiques, suppose parfois le fait de tenir tête aux syndicats et tout ça, ne dispose pas de toute cette expérience politique. Sans compter les rumeurs qui ont circulé et qui disaient que la relève s'était faite pour des motifs électoraux. Donc, voilà encore une chose qui confirme à la fois que les aspirations profondes de la jeunesse marocaine et le diagnostic qui a été posé sont non satisfaites,
que le diagnostic n'a pas été pris en compte, que les aspirations ne sont pas prises en compte, et que la raison de tout cela est d'abord une absence de volonté politique de prendre le taureau des questions les plus épineuses par les cornes. Et dans le rapport de la commission, il y avait un terme ou une expression qui revenait dans quasiment toutes les recommandations, c'est le capital humain. Et le focus était essentiellement fait sur le capital humain, sur l'école, la formation, l'inclusion des femmes. Aussi, quand on voit aujourd'hui le niveau ou le taux de chômage chez les jeunes qui est très très élevé, le taux d'activité féminin qui est extrêmement faible, on est à moins de 20%, et beaucoup d'entreprises qui continuent de dénoncer l'inadéquation entre les formations des jeunes et les besoins du marché. Avec du recul, est-ce que nous avons collectivement sous-estimé l'ampleur de la crise du capital humain? Alors, nous sommes en train de récolter aujourd'hui les conséquences d'une crise qui a été plantée très longtemps avant. C'est-à-dire que les problèmes de capital humain que rencontre aujourd'hui le Maroc ont commencé dans les années 70, au moment où une réforme qui aurait très bien pu réussir dans son principe, il n'y avait pas de raison particulière pour que l'arabisation conduise à un échec. Il était tout à fait possible de produire un capital humain de très grande qualité, mais qui soit pas parfaitement arabophone. Toujours est-il que la réforme dont on a dit qu'elle était la réforme de l'arabisation, mais qui a coïncidé aussi avec la massification de l'accès à l'éducation, a conduit à un échec. Et c'est ce que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Donc, ce qui est perturbant, c'est que la prise de conscience, ou en tout cas la prise de conscience suivie de mesures fortes, courageuses, ne semble toujours pas s'être faite sur cette question de capital humain. Mais là, moi je pense qu'il convient de nuancer un peu, ou plutôt de préciser ce que vous avez dit sur la position du rapport du nouveau modèle de développement sur la question du capital humain. Ce que le nouveau modèle de développement a dit, et qui me paraît plus global et plus intéressant encore, c'est qu'il a dit il faut plus de software et moins de hardware. C'est-à-dire que en disant ça, le rapport dit que même le choix du toute infrastructure, parce qu'en fait, si on voit les grandes lignes de la politique de l'État, les infrastructures correspondent à la majorité des réalisations et des priorités de l'État. Et la demande de plus de software et de moins de hardware doit se comprendre en peut-être qu'il faut penser à plus de réformes, et le Maroc a prouvé que parfois il en était capable. Ça n'a pas été le cas assez souvent, mais parfois il en est capable. La loi, par exemple, sur le délai de paiement est une réforme qui est plutôt software que hardware. C'est que on a pris le fait que le software était défaillant et on a essayé de le réformer. Donc, je pense que mais pardon, il faut du hardware pour développer les logiciels et le software. Absolument. Les infrastructures sont une brique essentielle pour la suite. Le rapport sur le modèle de développement n'a jamais dit qu'il faut arrêter l'effort d'infrastructure. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut maintenant faire les deux. Transposer, ou plutôt shifter, si on veut utiliser un anglicisme, le focus des priorités de l'État vers le software. Parce que vous ne pouvez pas avoir un ordinateur qui a le microprocesseur le plus rapide, les disques les plus rapides, les écrans les plus beaux, et avoir Windows 11 ou bien Windows 95 qui tourne encore. Le fait d'avoir Windows 95 réduit à néant l'utilité d'avoir le microprocesseur le plus rapide. Et cette chose-là, c'est exactement ce qui transparaît, par exemple, dans le récent rapport de la Banque mondiale, et qui dit que le retour sur investissement de l'action publique et des énormes investissements publics de l'État est faible. Parce que le retour sur investissement sur les infrastructures, quand ces infrastructures ne sont pas pleinement appropriées, valorisées, utilisées, entre autres par un secteur privé en pleine forme, eh bien ce retour sur investissement est faible. Donc,
nous ne devons pas arrêter de faire des infrastructures, mais il est absolument urgent que le focus de l'État, aujourd'hui, se porte sur le software. Réformer l'administration, numériser l'administration, simplifier le cadre législatif et réglementaire, et aussi travailler sur la compétence des agents de cette administration, la compétence de la haute administration et la qualité de la ressource humaine qui sortent à la fois des établissements scolaires et des établissements universitaires. C'est tout ça ce que ça veut dire. Vous avez évoqué le récent rapport de la Banque mondiale. Il dit plusieurs choses. Ce rapport, c'est très intéressant. Moi, j'ai retenu 2 éléments concernant d'abord le rythme de développement du pays. La Banque mondiale nous dit que au rythme actuel, si on continue dans la trajectoire actuelle, le doublement du PIB par habitant pourrait n'être atteint qu'autour de l'année 2044, soit 10 ans de retard par rapport à la cible initiale. Et autre élément intéressant, c'est la croissance. Bon, certes, on a la croissance reste malgré tout liée à la conjoncture, comme nous l'avons constaté d'ailleurs en 2026. Mais le problème n'est pas uniquement la croissance, nous dit la Banque mondiale, mais la qualité de cette croissance. Oui. Autrement dit, nous avons une croissance très peu productive avec une faible montée en gamme et surtout très peu génératrice d'emplois. Alors, est-ce que ce constat correspond à la réalité et pourquoi justement on n'arrive pas à accélérer? Sur l'un des aspects que vous avez évoqués qui était lié à la conjoncture, et où je suppose que on peut aussi inclure dans la conjoncture la pluviométrie pour certaines crises comme la guerre d'Ukraine et tout ça. Ça, je ne peux pas souscrire à cette vision. Quand on voit Comment ça, vous ne pouvez pas j'en viens à ce que je voudrais dire. Quand on voit la trajectoire qu'ont connue les pays qui sont passés d'un niveau comparable à celui du Maroc aujourd'hui à un niveau d'économie intermédiaire ou même avancé, pays asiatiques, prenant la Chine. Souvent la Corée du Sud comme modèle pour comparer la Chine et tout ça. Ce qu'on constate, c'est que l'objectif de 6 à 7% de temps de croissance était considéré par les décideurs comme un objectif non négociable. C'est un objectif qu'il fallait atteindre quel que soit le prix. Et qu'il n'y avait pas d'excuse à accepter. Le contrat social, le contrat politique qui existait entre le Parti communiste chinois et l'ensemble du peuple chinois, c'était le 8. C'était le 8, le chiffre. C'est-à-dire, à moins de 8% de taux de croissance, nous ne sommes plus légitimes à vos yeux. Nous ne remplissons plus le contrat social qui existe entre le Parti communiste et le peuple chinois. À plus de 8%, nous le remplissons. La Chine a fait 10%, 11% pendant 25 ans de suite. Et ce n'est pas parce que les conjonctures extérieures étaient favorables, la pluie, la guerre d'Ukraine et tout ça. Non, non, non. C'est parce que l'État a dit que à moins de 8 et même à 10, c'est pas possible. Je risque de me confronter à des déficits irrésorbables. Ce qui manque, et à partir du moment où il a posé cet objectif, il en a déroulé que tout ce qui viendrait contrecarrer ou obstruer la réalisation de cet objectif doit être traité. Non, mais on dirait la même chose. Au Maroc, au Maroc, la situation est différente. Au Maroc, l'État ne se considère pas lié par une obligation de résultat. Il ne dit pas, alors qu'en réalité, nous avons besoin d'un minimum de 7% de taux de croissance par an. C'est ce que vous avez dit, le nouveau modèle. Nous avons besoin. Alors que nous avons besoin d'un minimum de 7% de taux de croissance par an pour arriver à la situation d'une économie émergente aux environs de 2035, nous ne disons pas ça. Nous, on dit qu'on va faire de notre mieux et on verra ce que ça va donner. Alors, de notre mieux, ça vous autorise, si vous n'avez pas envie de le faire, de ne pas démanteler les rentes, puisque vous faites de votre mieux. Ben, votre mieux ne comprend pas le fait, le démantèlement de l'économie rente. Ça vous autorise à retarder indéfiniment une réforme de l'administration publique dont on sait qu'elle est extrêmement périlleuse et difficile socialement. Ça vous autorise à reporter une réforme de l'éducation nationale quand elle commence à devenir dangereuse politiquement. Ça vous autorise à beaucoup de choses quand vous décidez que vous n'allez faire que de votre mieux. La différence, c'est que notre État ne se sent pas
tenus par une obligation de résultat. Ils se sentent tenus par une obligation de moyens. Et cette obligation cette prééminence de l'obligation de moyens, on la voit se manifester tout le temps et partout. Chaque fois qu'on a une difficulté, on balance des moyens financiers à la tête de cette difficulté. On n'a pas de moutons, on balance 13 milliards de dirhams à des gens auxquels on fait confiance pour importer des moutons. Ils se mettent la totalité dans l'argent dans la poche et finalement le mouton coûte quand même 5 000 dirhams alors que ça a coûté 13 000 dirhams. Pas de résultat. Le gouvernement, l'État ne prend pas l'obligation face aux citoyens de lui garantir un mouton à 2 000 dirhams ou à 2 500 dirhams. Il se contente de mettre des moyens à la disposition d'un objectif qui serait de affordability, de accessibilité du prix du mouton. Il y a peut-être une insuffisance dans votre... Juste une précision, parce que j'ai laissé terminer Karim Tazi, mais juste pour une précision concernant la conjoncture, je crois qu'on dit la même chose. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les éléments conjoncturels ne doivent pas être pris en compte dans l'analyse de la trajectoire économique et sociale du Maroc. Premier point. Deuxième point, vous avez évoqué le modèle chinois. Et vous l'avez dit vous-même, ils se sont fixés un objectif, une sorte de deal, un pacte avec le peuple chinois. Quoi qu'il en coûte, et vous l'avez bien dit. Est-ce que ça a coûté à la Chine? Et la question suivra, c'est que toute une génération a été sacrifiée pour faire de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est un modèle à suivre pour vous? Alors, nous ne sommes pas obligés de suivre le modèle chinois dans toute son extrémité, parce que je suis entièrement d'accord avec vous qu'une génération a été sacrifiée sur l'autel de cet objectif et elle a été sacrifiée à un capitalisme sauvage, ultralibéral, qui n'avait absolument aucune pitié. Et dans ça, le Maroc n'a pas à suivre ce modèle. Mais il y a quand même des enseignements vertueux à tirer. C'est que un État peut se fixer des objectifs, les partager avec le peuple et se tenir astreint à les atteindre et s'expliquer quand il les atteint pas et rendre des comptes quand il ne les atteint pas. Et ce que nous constatons au Maroc, la culture dominante, d'abord, c'est une culture d'obligation de moyens et jamais une culture d'obligation de résultats. Et ensuite, c'est une culture d'absence d'évaluation des politiques publiques. Il y a des plans sectoriels énormes qui ont été renouvelés. Et qui, ministère dédié, c'est ce que j'allais dire. Qui jusqu'à présent n'ont jamais été évalués par une instance indépendante, qu'elle soit le Parlement, qu'elle soit le Conseil économique et social, qu'elle soit la Cour des comptes. Et donc, de ça, il découle un refus qui, à un certain moment, était implicite, mais qui est aujourd'hui devenu assumé de reddition des comptes. C'est-à-dire que c'est un refus assumé de reddition des comptes et il ne se passe strictement rien. Les responsables, les ministères de tutelle de certains plans refusent tout simplement de rendre des comptes sur la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de leur plan sectoriel et il ne leur arrive rien. Mieux que ça, on a vécu, il n'y a pas très longtemps, des attaques extrêmement violentes contre des institutions de gouvernance constitutionnelle qui ont eu l'audace de remettre en cause ou de critiquer certaines politiques gouvernementales. C'est-à-dire que là, ça n'est pas seulement la presse ou les acteurs de la société civile qu'on intimide, c'est même des institutions constitutionnelles, des institutions de gouvernance. C'est à quelle institution en particulier? L'instance de lutte contre la corruption? Alors, je pense que tous les Marocains savent. Bon, la réaction très très dure contre le Conseil économique et social, qui s'était passé il y a quelques mois, je crois que c'était vers la fin du mandat. C'est sur la question des NIT de mémoire, entre autres. Oui, des NIT. Entre autres. Les réactions très violentes à l'époque contre les statistiques des HCP sur l'emploi. C'est de la concurrence. Les réactions très dures. Ou par exemple, je veux dire, le président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, qui était un homme
dont la probité, la compétence et tout ça est reconnu par la totalité des Marocains, d'abord a passé des années à pédaler dans le yaourt en arrivant à obtenir aucun résultat. Et puis lorsque il a fait une sortie qui était un petit peu musclée pour faire preuve un peu de sa frustration ou de son impatience Il a baissé le budget pratiquement de 20%. Voilà. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons un enchaînement. Je ne suis tenu que par une obligation de moyens. Je ne suis pas prêt à ce que mes politiques soient évaluées par une instance indépendante, même si elle est constitutionnelle. Et je suis prêt aussi à critiquer très violemment toute partie, même si elle est étatique, qui viendrait critiquer mes politiques. On rêve. Alors, je ne pense pas. Et tout ce que je viens d'énumérer, ce sont les caractéristiques d'un modèle. Ce sont les caractéristiques d'une fonction, d'une modalité de fonctionnement d'un État. C'est ça que le nouveau modèle de développement est venu souligner. C'est que ce mode de fonctionnement de l'État ne peut pas continuer parce qu'il est générateur d'obstruction. Il empêche la création de richesses et il est générateur d'exclusion. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est plaisir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que cette question de nouveau modèle de développement n'a pas duré les 2 ans ou l'année et demie que vous êtes resté en fonction, mais a duré plutôt sur les 6-7 ans qui ont suivi. Ça nous a permis de voir les travers et les défaillances de notre système marocain. Absolument. De manière générale. Alors, quand vous dites l'État a fait ou l'État n'a pas ou l'État, l'insuffisance qui est peut-être dans votre raisonnement, c'est que nous avons un État et nous avons un gouvernement. Nous sommes dans un système monarchique avec une constitution qui accorde des prérogatives extrêmement larges au roi, au chef de l'État. Donc nous avons ce qui est décidé en conseil de ministres, qui est en général visionnaire sur le temps, et puis nous avons l'exécution par le gouvernement. Le gouvernement, tous les 5 ans, il y a une majorité qui change. Et donc, bon, ça, c'est le côté politicien. Donc, nous avons ce problème-là de qu'est-ce que préconise donc un État. Nous avons dirigé par un roi, nous avons un temps long, nous voyons loin, et puis qu'est-ce que fait un gouvernement qui lui a le nez sur le guidon avec son délai très court de 5 ans. Ça donne ses travers. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que quand on reproche beaucoup de choses au gouvernement ou même à l'État, il faut pas oublier de reprocher aussi à la population. Parce que la population, la société est aussi impliquée dans le sens où elle doit aller voter, où elle doit aller s'impliquer. Mais quand on est à 50%, si on libère cette question de liste électorale à l'ensemble des Marocains, on aurait un taux de participation de 25%, on ne va pas très loin. Et donc, nous avons un ensemble de responsabilités qui s'articulent et qui se chevauchent, et qui font que nous soyons là-dedans. Maintenant, je reviens sur cette dernière question de la génération Z dont vous parliez. Cette génération, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé l'éducation, la santé, mais la reddition des comptes. La reddition, la gouvernance et la reddition des comptes. Nous avons donc l'institution judiciaire qui devra aussi s'y mettre. Et je termine sur cette remarque qui est, nous sommes, en fait, ces 7 ans qui sont passés, nous sommes, depuis votre nomination, nous sommes sur une double transition, enfin, plusieurs transitions énergétiques, etc. Mais il y a deux autres transitions dont on parle pas beaucoup. La transition médiatique, vous parliez d'un rétrécissement des espaces de liberté. Non, un glissement des espaces de liberté. Les médias traditionnels sont de moins en moins audibles au profit de nouveaux médias, podcasts, etc. Et en même temps, ça tombe bien, une transition générationnelle qui fait que sur ces 7 ans qui sont passés, nous avons un Maroc aujourd'hui qui n'a pas grand-chose à voir avec le Maroc de 2018. Et donc, c'est dans ce sens-là que je reste quelque part optimiste parce que nous avons une jeunesse qui est extrêmement ambitieuse, qui a des moyens de s'exprimer, des moyens de débattre, des moyens de critiquer, des moyens de demander des comptes. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'année ou les 2 ans à venir. Alors, pour ce qui est de ce que vous avez dit concernant les élections, quand même, je dois rappeler que immédiatement après le 20 février et la réforme de la Constitution, et les premières élections post-nouvelle Constitution avaient connu un taux de participation important. Et elles avaient donc, en tout cas, un regain parce que les gens avaient l'impression que cette fois-ci, leur vote allait vraiment servir à quelque chose. Donc je pense que il faut quand même rappeler ça. Et cette élection est celle qui avait vu le plus grand recul
de la part des partis administratifs représentés par des notables au Parlement de l'histoire récente. Alors, que s'est-il passé par la suite? Clairement, le vainqueur de ces élections et le parti qui était en fait le porteur de tous les espoirs post-nouvelle constitution a déçu. Il a déçu. Clairement, il a déçu. Et dans ça, sa responsabilité historique est gravement engagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un moment où on sentait que l'État avait besoin de tourner cette page. Comment la page a-t-elle été tournée? Malheureusement, par le retour aux notables, et par le retour à l'achat de voix, et par le retour. Et ce retour, il est finalement le retour à un modèle politique qui nous avait déjà conduit à l'impasse. Et cette impasse, elle se voit de façon extrêmement claire. D'abord, les revendications de la rue, on ne les entend jamais dans les travées du Parlement. Alors bien sûr, vous avez un ou deux députés, Bouenou qui a fait un travail remarquable récemment sur les fracchia, mais à part ça, le divorce énorme qu'il y a entre les revendications du peuple, telles qu'elles s'expriment dans les réseaux sociaux et dans la rue, et ce qui se dit dans le Parlement, ce divorce, ce fossé, est déjà annonciateur du désintérêt dont vont souffrir les futures élections. Parce que nous voyons bien que rien n'a changé, nous allons aller vers à peu près les mêmes partis. Le PJD a déçu. Et je pense qu'il ne s'est pas suffisamment renouvelé en termes de tête et de programme et tout ça pour constituer aujourd'hui une alternative sérieuse. Et les partis actuels ont déçu parce que, pour les raisons. Et j'aimerais ici quand même dire quelque chose parce que je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que l'expérience actuelle, elle a déçu en termes de réforme profonde du modèle. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement actuel n'a rien fait. Le gouvernement actuel a fait beaucoup de choses. Oui. Il a fait beaucoup de choses. Il y a eu des réalisations qu'il faut saluer. Oui. La mise en place des aides sociales directes a permis de réduire la pauvreté absolue dans ce pays. C'est quelque chose d'extrêmement important. L'élargissement de l'AMO et de la couverture santé, même si finalement elle a été plutôt happée par le privé et elle aggrave la situation du public, mais en tout cas, c'est une avancée. La loi sur les délais de paiement est une très bonne chose. La charte de l'investissement était une très bonne chose. Il y a même un aspect dont on ne peut pas dire qu'il relève uniquement de l'action du gouvernement, il relève d'une administration, mais que je considère comme étant une avancée majeure, et cette fois-ci dans le bon sens, même y compris du modèle lui-même. C'est ce qui a été fait en matière fiscale. Les efforts que l'administration fiscale a fait pour élargir l'assiette, pour lutter contre l'informel, ces efforts-là, eux, ils contribuent dans la transition vers un nouveau modèle. Parce que ce qui caractérisait l'ancien modèle, c'est d'abord une faiblesse de l'état de droit. Et le fait que l'administration fiscale lutte contre tous ceux qui échappaient à leurs obligations fiscales peut être considéré comme un élargissement ou une extension du domaine de l'état de droit. D'abord, premièrement, c'est une victoire énorme qu'il faut saluer. Deuxième chose, l'une des caractéristiques de l'ancien modèle qui a été dénoncée avec force dans le rapport, c'est l'existence d'un secteur informel qui est devenu une tumeur pour ce pays. Une véritable tumeur. Une tumeur qui tue un corps économique de la même façon qu'une tumeur cancéreuse tue un corps humain. Ce que l'administration fiscale a fait en utilisant tous les moyens possibles et imaginables, le big data, l'intelligence artificielle, les banques de données, tout ça, pour élargir l'assiette, lutter contre la fraude, va dans le bon sens. Et moi, bien sûr, je suis heureux, je salue, mais je me dis, si une administration le fait, pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi est-ce toujours un tel cauchemar de déposer une autorisation de construire,
d'obtenir un permis d'habiter, d'obtenir un permis d'exploitation. Pourquoi? Pourquoi est-ce toujours le même cauchemar? Puisque la DGI a réussi aussi bien à mettre les services du numérique et de la digitalisation au service de l'extension de l'état de droit et de l'élargissement de l'assiette fiscale. Pourquoi est-ce que les mêmes moyens ne sont pas déployés pour lutter contre l'obstruction de l'acte d'investir? Ça, c'est un mystère pour moi. Je vais revenir sur l'aspect politique que vous évoquiez il y a un instant. Bon, vous êtes un homme d'affaires, un militant associatif, mais aussi un militant politique. Oui. Le cœur penche toujours à gauche? Alors, je crois que la gauche. Je crois que là, il est extrêmement important de faire une distinction entre la gauche partisane au Maroc et l'idéal de gauche dans l'absolu. Si c'est la gauche partisane, bon, vous savez, moi j'ai milité dans le cadre du PSU, oui. Notre parti a connu une scission, il y avait un très grand espoir qui était fondé dans une fédération de ceux qui quittent le PSU avec le Congrès national indépendant et Talia. Malheureusement, cette chose peine, a des difficultés à s'organiser, et puis surtout la promesse qui avait été faite, qui était que on allait créer un nouveau parti pour permettre l'ascension d'une nouvelle génération, remettre les clés à la nouvelle génération et s'en aller, ben, malheureusement, cette promesse n'est pas tenue. Ce qui revient exactement à ce que vous disiez, Siboustan, c'est que les problèmes du Maroc ne sont pas que les problèmes de l'État, ils sont les problèmes de la société. L'État n'a absolument rien à se reprocher, mais rien du tout dans les difficultés que connaît la gauche partisane au Maroc. Si nous en sommes dans cette situation difficile, affligeante dans les différents partis de gauche, c'est parce que nous aussi, nous avons des aïms qui veulent pas passer la main. D'accord. Donc, sur la gauche partisane, je vous le dis, moi, en ce qui me concerne, j'ai laissé tomber. Pas l'idée de gauche. Maintenant, l'idéal, oui, je pense que mon idéal reste toujours un idéal de gauche. Et dans ça, il faut maintenant définir de ce que nous entendons par la gauche au XXIe siècle. C'est ça, c'est ça le sens de ma question. Est-ce que ces notions sont toujours valables et pertinentes aujourd'hui, ces notions de gauche, de droite? Absolument. L'une des notions clés de la gauche, c'est la justice sociale. C'est une notion clé. Alors, les moyens de parvenir à la justice sociale ont complètement changé entre les années 40 et 50 et 60 et aujourd'hui. Mais l'idéal de justice sociale reste au Maroc quand on voit le nombre de personnes qui sont exclues, qui sont marginalisées. Vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des femmes, vous avez parlé des populations qui vivent dans les milieux ruraux. Considérer que l'une des principales priorités de l'État doit être de lutter contre cette injustice sociale est un idéal de gauche. Deuxièmement, et là, ça va vous surprendre de la part d'un homme d'affaires, je ne suis pas pour la privatisation à outrance de tout. Et je ne suis certainement pas pour le fait de sacrifier le service public. Le service public doit rester l'alpha et l'oméga de la vie sociale des Marocains. La qualité du service public, le combat pour un service public de très grande qualité est un idéal de gauche. Surtout dans le secteur de l'éducation et de la santé. Alors que l'indifférence pour le sort de ce service public et le fait de regarder avec bienveillance son éviction par un secteur privé est, à mon avis, une attitude qui n'est pas de gauche, on peut l'appeler ultralibérale ou de droite, ou je n'en sais rien. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la gauche n'est pas qu'une question économique. La gauche est aussi une question de valeur. La question de la place des femmes dans la société, l'héritage, l'avortement. Ça, ce sont des positions de gauche. Bien sûr que je suis encore très largement à gauche. Est-ce que ces positions sont assez bien défendues, selon vous, par l'élite partisane, comme vous dites? Non. Écoutez, j'entends. Où est la réforme, où est la deuxième tranche de la réforme de la Moudouena? Elle a disparu. Elle a disparu. Qui demande à ce qu'elle réapparaisse? Personne. Même pas les partis de gauche. Je crois que l'erreur qu'on commet à Sidi Karim, c'est de continuer de considérer que le clivage politique ou sociétal se fait en matière de droite et gauche.
Je crois qu'il se fait en matière de conservatisme, pas conservatisme. Absolument. C'est plutôt ça. Absolument. Et là, on se retrouve avec des partis qui sont... Le PJD ne peut pas être un parti de gauche, et pourtant, tous les mouvements islamistes ou islamisants dans le monde s'appellent l'aide. D'accord? Que ce soit ici... C'est pour ça que je dis qu'il y a une composante sociétale de choix sociétaux qui caractérise l'idéal de gauche, et notamment, par exemple, la situation de la femme dans la société. Là, on se passe sur le plan des valeurs. Alors, conservateur ou la progressiste. Maintenant aussi, le rapport à la religion. Le rapport à la religion. L'idéal, premièrement, le grand peuple de gauche au Maroc, parce qu'il existe encore, le grand peuple de gauche est musulman, pratiquant. Mais il considère que c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Elle n'a pas à être instrumentalisée par les partis politiques. Le temps passe très très vite. J'avais plusieurs questions à vous poser sur vos activités business, purement business, le groupe Richbond, etc. Mais on va conclure avec une seule question. On va pas parler de Richbond, mais dernièrement, vous avez investi dans le Karoubi, dans le secteur agricole, avec un investissement important sur plusieurs hectares de plantation de caroubiers. C'est un choix qui peut étonner certains. Pourquoi Karim Tazine investit dans le caroubier? Alors, écoute... Le groupe Richbond ou le groupe Tazi, si on veut, est un groupe qui est foncièrement industriel. Il en est à sa 3e génération, il existe depuis 70 ans et la quasi-totalité de ses participations sont dans le domaine de l'industrie. Il nous paraissait, ou en tout cas à moi, il me paraissait un peu bizarre, alors que nous avions entamé depuis 2015 une politique de diversification qui a vu notre entrée dans le capital de Cash Plus, qui a vu notre entrée dans le domaine de l'hôtellerie, de ne pas nous être intéressés quand même à un secteur très important dans la vie de ces pays, qui est le secteur agricole. Et donc, pour moi, la décision était une décision rationnelle dans le cadre d'une diversification. Et alors, pourquoi le caroubier? Plusieurs raisons. Le caroubier est le choix d'un industriel qui ne veut pas renoncer à son identité d'industriel. Une des activités du groupe, parce que le groupe compte des activités agroalimentaires importantes, on ne le sait pas assez. L'une des activités du groupe consiste en la fabrication de pâtes à tartiner chocolatées. La farine de caroube peut rentrer dans la fabrication de pâtes à tartiner chocolatées. Ensuite, la graine de caroube est un produit extrêmement important quand il est bien valorisé. Il rentre dans les cosmétiques et dans les produits alimentaires en tant que gélifiant. Dernière chose, le caroubier n'est certainement pas un arbre aussi rentable que le dattier ou l'olivier, mais c'est un arbre qui est beaucoup plus résistant à la sécheresse et qui demande beaucoup moins de suivi, beaucoup moins d'eau, de tout ça. Et donc, comme je n'ai pas l'intention, en tout cas pour les années qui me restent, de renoncer à ma vocation d'industriel, j'ai quand même choisi quelque chose qui est moins difficile à suivre, moins difficile à gérer pour un non-professionnel comme moi, que le dattier ou l'olivier, qui, à mon avis, doit être laissé à ceux qui font de l'agriculture un véritable métier.